Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire. Merci de votre participation à ces webinaires professionnels que propose le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis. 2 journées composées de plus de 80 rencontres avec l'édition de jeunesse. Nous sommes également heureux de vous inviter cette année encore au Salon qui s'apprête à ouvrir ses portes mercredi prochain, le 30 novembre, et qui se déroulera jusqu'à lundi 5 décembre sur le thème Désir du monde à Montreuil. En tant que professionnel du livre et de l'enfance, il vous suffit de vous accréditer en ligne sur slpjplus.fr pour vous y rendre en accès libre sur toute la durée de l'événement. Nous vous attendons très nombreux. Nous accueillons à présent Muriel Zac et Bruno Doucet des éditions Bruno Doucet pour une intervention qui porte le titre Désir de monde en poésie-histoire. Voilà, je vous rappelle qu'en bas de votre écran, vous avez un petit onglet Q&R au travers duquel vous pouvez poser des questions à nos intervenants et ils y répondront en fin de séance. Bon webinaire à tous. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bienvenue pour ce webinaire consacré à la poésie et plus particulièrement à la collection Poésie-Histoire avec Muriel Zac. Bonjour Muriel. Bonjour. Et moi-même, Bruno Doucet. Alors, quelques mots peut-être avant de démarrer franchement cette rencontre pour vous dire de quelle maison d'édition il s'agit. Les éditions Bruno Doucet sont nées en 2010 de la volonté de 2 écrivains, Muriel et moi-même, de faire vivre, entendre, partager la poésie autrement. Ce qui nous anime, c'est une poésie vivante, de celles qui nous rendent plus forts ensemble, une poésie en prise avec le monde, euh, lyrique, intime, universelle, engagée, parce que nous pensons que la force des valeurs collectives doit être reconnue en poésie également. Une maison d'édition également qui est ouverte sur le monde. Désir de monde, c'est bien le terme qui nous convient le mieux et qui nous définit. Songez qu'en 12 ans, nous avons publié près de 220 livres et que près de la moitié d'entre eux ont été publiés en édition bilingue ou trilingue avec des poètes venus de tous les horizons. Voilà, c'est cela qui est pour nous essentiel. J'ajoute un dernier point. La poésie est un art vivant qui se nourrit de la rencontre avec un public. Et depuis 12 ans, nous portons la poésie partout où nous le pouvons, dans les rues, dans les festivals, dans les salons, bien évidemment, en librairie, dans les murs des lieux culturels et hors les murs, en partant du principe que, comme la chanson, le théâtre, la poésie doit être partagée, qu'un poème qui n'est pas lu, pas entendu, n'existe pas vraiment. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici devant vous aujourd'hui. Et croyez-nous, nous allons vous faire entendre des textes au cours des 40 minutes qui sont devant nous. Alors, merci Bruno pour avoir déjà ouvert cette première fenêtre. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous parler de la collection Poésie-Histoire. Et cette collection, elle est d'abord née d'un constat et d'un désir. Donc, je voudrais commencer par là, avant de vous présenter les livres eux-mêmes, et notamment cet inédit que nous vous offrons aujourd'hui en avant-première. D'abord, quand on dit poésie jeunesse, un libraire, il dit « Ouh là là, le rayon ». Un bibliothécaire, il dit « Oh, comme c'est triste, mais ce rayon, il sort pas beaucoup, il bouge pas beaucoup ». Et puis, quand on dit plus généralement je dirais, quelqu'un qui n'est pas du milieu poésie jeunesse, bah, il va peut-être penser à La Fontaine, parfois à Maurice Carême, il a peut-être des mauvais souvenirs de récitation. Vous voyez, toutes ces choses extrêmement complexe. Nous, on s'inscrit exactement à l'inverse parce qu'on pense que tout ce que Bruno vient de vous dire sur la poésie pour les grandes personnes, c'est également valable pour les enfants. Et donc, on a voulu créer une collection qui ne joue pas sur les mots, qui ne fait pas des pirouettes et des cacahuètes, mais qui, par contre, ouvre des fenêtres poétiques sur le monde. Vous imaginez, quand on a vu que le thème du salon, c'était Désir de monde, on s'est dit que vraiment, c'était fait pour nous, cette histoire-là. Et la première des choses, c'est que c'est une collection dont la baseline, comme on dit, c'est quand la poésie prend les enfants au sérieux. Prendre les enfants au sérieux, ça veut dire penser, être même sûr et convaincu que la poésie va les aider à se découvrir, à découvrir le monde autour d'eux et qu'on peut leur parler de tout. Et qu'il n'y a pas de la poésie pour les enfants, puis de la poésie pour les grandes personnes, mais
des poèmes qui vont les rejoindre. Ça, c'était notre point de départ. Ces histoires de la vie, tout simplement, que les poèmes racontent, on les a mis dans… Pourquoi poésie-histoire? Parce qu'en fait, ça raconte des histoires. Un poème, ça raconte une ou des histoires. Quand on les met bout à bout, eh bien, ça fait une poésie-histoire. On peut lire les poèmes tout seul ou bien ensemble, et ça fait un petit chemin. Et on a également tout de suite pensé indispensable qu'il y ait 2 auteurs dans chacun des livres. Le poète et aussi un artiste plasticien, un illustrateur, un peintre, qui lui-même va se faire sa poésie-histoire en lisant le texte de ce poète et va proposer son parcours, son petit film à l'intérieur du livre. Donc voilà un petit peu résumé comment on a fonctionné. On va vous présenter les premiers livres qui sont parus assez rapidement, mais on avait aussi cette intuition forte qu'il s'agissait de dire aux enfants quelque chose de… que la poésie était quelque chose qui était fait pour eux aussi. Et à la fin de chaque livre, on dit à chaque enfant, qu'est-ce qu'un poème? Des mots qui se mettent debout dans la page et te racontent des histoires à l'oreille. Ce que tu lis, ce que tu entends, ce que tu comprends est comme un secret à l'intérieur de toi. Il y a des images qui te viennent alors dans la tête, des images qu'on n'explique pas, qui sont juste belles, qui touchent ton cœur et te font du bien. Si tu lis les poèmes de ce petit livre, les uns à la suite des autres, si tu contemples les illustrations, tu te feras ton petit film, ta poésie-histoire à toi, rien qu'à toi. Alors, je voudrais juste vous montrer, pour commencer, voilà, l'ensemble des couvertures. Peut-être dire aussi que c'est une collection… non, plutôt, vas-y Bruno, vas-y. Ouais, c'est une collection vendue 12 €, hein, c'est pas très cher. Des livres de 64 pages, tout en quadrille, cahier cousu avec une magnifique qualité de papier. Et puis, même si le papier aujourd'hui coûte très cher et parfois difficile à obtenir, et puis des livres avec des rabats. Donc, c'est un travail éditorial qui est vraiment soigné. Et qui nous tient, ça nous tient vraiment à cœur. Alors peut-être quelques mots sur le premier de ces titres, L'une n'est l'une que pour le chat. Enfin, je vais dire que c'est le premier pour aujourd'hui en tout cas. Il est sorti en même temps que les 3 autres en octobre 2019. Donc c'est une collection qui a 3 ans. Et ce premier titre, L'une n'est l'une que pour le chat, est signé Vénus Kourigata, la grande poétesse et romancière libanaise qui vit en France depuis longtemps, et Sybille Delacroix, artiste magnétique, hein. Vraiment, regardez ces images, elles sont absolument somptueuses. Et on entre dans un monde féerique, un monde lunaire, un monde, je n'allais pas dire nocturne et non pas crépusculaire, parce qu'aucune de ces images n'est inquiétante. Nous suivons à pattes de velours un personnage, chat, qui se faufile entre les pages du livre, qui joue avec la lune, qui joue avec les étoiles, qui guette les navires engloutis, qui se retrouve sur scène, comme sur cette image, et qui parfois est à la poursuite de son ombre. Et dans cette nuit très lumineuse, tout s'anime. Il y a par exemple Goéland, le vieux célibataire mélancolique, qui verse une larme à la mort du jour, tandis que Cormoran cherche sa cormorine, et que Cigogne s'éloigne, endeuillant le toit et attristant la cheminée de son départ. Nous sommes dans un univers totalement onirique, comme une préparation au sommeil pour l'enfant, et les poèmes de Vénus Kourigata ajoutent à l'enchantement des images. Alors, on va entendre peut-être un de ces poèmes. Oui. Un trou dans le ciel. La lune qui descend l'escalier est à son premier quartier. Elle descend à reculons, tête en bas, cul en haut, atterrit sur le gazon. Oh, une tranche de melon, s'extasie l'escargot. Plutôt une fille, rétorque le coiffeur qui démêle ses rayons. Seul l'enfant derrière la vitre remarque le trou dans le ciel. Les navires engloutis. Il arrive aux navires engloutis de remonter à la surface, de se hisser sur un rocher pour repérer un continent. Ils se délestent de leur rouille, du silence noir des profondeurs. Ils sont de nouveau debout, prêts à fondre les océans. Mais que sont devenus les marins? Qu'est devenu le gouvernail et la boussole? Le chapeau de la jeune fille? Le cerceau de l'enfant? En quoi s'agit-il d'une poésie-histoire, Muriel? Eh bien, tout simplement parce que chaque poème est une petite scénette animalière et que nous glissons, nous avançons à cloche-pied, comme ça, d'une scénette à l'autre, entre absurde et tendresse, avec beaucoup de tendresse.
vous allez remarquer qu'il y a un gros point commun entre tous les illustrateurs qui sont choisis, c'est-à-dire que c'est un choix de réalisme et en même temps un choix d'imaginaire. Et que vous avez les images qui sont entourées de ces bandes noires pour renforcer l'effet cinématographique. Alors, le deuxième titre, je retourne pour vous présenter la suite, c'est « La vie est belle ». Ce sont des poèmes de Bruno Doucet, illustrés par Nathalie Novi. Nathalie Novi, que vous connaissez certainement déjà fortement, qu'on peut décrire comme une peintre littéraire. Son dernier ouvrage, c'est Le bourgeois gentilhomme. Elle a aussi illustré Léo de Hurlevent, elle illustre Mrs. Dalloway, et elle a fait des magnifiques albums dans de nombreuses maisons d'édition. Pour cet ouvrage-là, c'est un parcours au fil de l'eau, un voyage onirique qui nous fait traverser le Jura natal de Bruno et aussi le Jura où habite Nathalie Novi, parce que en fait, les imaginaires du poète et de la peintre se rejoignent pour nous emporter à la croisée des mondes de l'enfance, dans un monde où on passe d'un ruisseau de montagne à un paysage de roches moussues, à des cascades sauvages, et on a cette eau vive qui est surgie de l'enfance, avec on gravit des volcans, on fait danser des pirogues, on caresse des chevelures, et au final, vous remarquerez qu'à chaque fois, ah non, pardon, vous avez un oiseau, cet oiseau que vous voyez, ce petit oiseau rouge, l'oiseau calligraphe, qui débusque la lumière. Ce sont des univers qui se marient pour nous emporter vers La vie est belle. Voilà, tout simplement. Bruno, tu nous dis quelques… Oui, volontiers. Tu peux remettre l'image précédente, Muriel, avec la neige? Oui. Merci. Neige. Ce matin de Oh, la pardon. main, Désolée. neige. Ce matin de la main, neige caresse l'horizon. Elle se pose sur les arbres, dans l'herbe, sur le toit des maisons, effleure les ailes de l'oiseau, la fourrure des animaux, la boit comme une lampe. Neige recouvre neige, et elle n'est d'aucun pays, n'appartient à aucun être. La mémoire qu'elle invente fond dans l'instant de sa présence. Neige n'a d'ombre qu'elle-même, ce qui l'habille porte sa nue. Depuis la veille, elle sillonne les bois, rigole dans les fossés, dévale les collines, papillonne à s'y méprendre. Sa houppelande d'étoiles se met au vent du monde. Neige suit le mufle des coursiers, on la repère à son haleine. Ici, le vent fait foule de son rêve, l'insomnie la courtise, un tourbillon la gagne. À la cime des arbres, elle ne supporte qu'elle-même. Sous la paupière du silence, l'attente neige à pas de loup. Neige porte en elle la voie lactée, ses flocons sont des yeux d'enfant. Merci à Nathalie Novi, qui n'a pas illustré mes poèmes. Elle a fait quelque chose de beaucoup plus extraordinaire. Elle est entrée dans mon imaginaire d'enfant et je ne sais par quelle magie elle a pu y parvenir. Alors, troisième titre, Les mains de ma mère, d'Yvan Lemaine. Yvan Lemaine, qui est-il? Yvan Lemaine est un poète qui est né en Bretagne au milieu des années 50, qui vit toujours en Bretagne, à Lannion, qui a obtenu le prix Goncourt de la poésie en 2019, l'année où paraissait justement ce livre. Et dans ses poèmes, qu'y a-t-il? Et dans ses poèmes, eh bien, il y a le mouchoir, enfermé dans l'armoire, ce mouchoir qu'a plié et repassé sa mère autrefois. Il y a l'homme qui déplie le mouchoir et qui remonte la route des souvenirs. Il y a un enfant qui court sur la plage, qui apprivoise les oiseaux, qui joue avec les vagues. Quelqu'un qui se trouve là, comme l'oiseau entre ciel et terre, qui interroge les nuages, qui écoute chanter le vent, qui se souvient de la vie parfois rude des hommes, ceux qui ont refusé la guerre, mais qui est à l'écoute des pas étrangers qui s'approchent de lui. Un homme qui, derrière la vitre du chagrin, cherche l'amour, la lumière de la vie. Un homme, Yvan Lemaine, qui a été magnifiquement illustré par Simone Massi, un grand artiste italien. Tous deux sont fils de paysans, je veux dire tous deux, Yvan Lemaine, Yvan et Simone Massi, sont fils de paysans et d'ouvriers. Et
Leur particularité, c'est que lorsqu'ils étaient petits l'un et l'autre, il n'y avait pas de livre à la maison. Depuis, ils se sont bien rattrapés et nous entraînent dans un voyage qui lui aussi est totalement extraordinaire, où on a le sentiment qu'ils se sont toujours connus, côtoyés. Là encore, l'un est entré dans l'imaginaire d'enfant de l'autre. Dire un mot de Simone Massi, qui est un grand illustrateur italien, et quand il a fallu, on lui a proposé plutôt de mettre son histoire sur les mots d'Yvon. On lui a évidemment fait traduire les poèmes en italien, mais les deux ne s'étaient pas rencontrés. Et quand Yvon a vu les images, il a dit, mais il était avec moi dans mon enfance. Entre père et fils, le père a déposé son fils sur le rivage, a sauté de la barque sur le rocher où l'attendait la mare, a prononcé des mots, ils se sont envolés, la rivière est vaste. Le fils s'est assis contre le rocher, s'est logé dans mes yeux, entre la barque et l'anneau, le père a tendu la corde, a disparu dans mon regard, où souriait son fils. Maintenant, il marche le long du rivage, et derrière la haie d'aubépine, le fils est plus grand que le père. Arc-en-ciel. J'ai pris des couleurs. Mais à qui? Au ciel qui les a prises à qui? Au vent du sud où les oranges sont rouges, les citrons verts, à la pluie qui fait briller la peau jusqu'au rouge, l'herbe jusqu'au vert, au soleil qui fait fondre la neige jusqu'au fond des couleurs. Alors je vous entraîne tout de suite avec dans un autre monde. On passe très vite les premiers mondes ensemble parce que vous voyez à quel point ils se mélangent. Je viens de vous parler d'un illustrateur italien, enfin plutôt Bruno vous a parlé d'un illustrateur italien et d'un poète breton. Voici maintenant Maram Al-Masri, une poétesse syrienne, et les images qui sont nées de ces poèmes sont nées sous le pinceau de Sonia Maria Luce Posentini, une grande illustratrice italienne, elle aussi, qui notamment a eu le prix Andersen en 2017, pour ceux qui suivent un peu son travail. Et ce livre, La femme à sa fenêtre, c'est un moment de réflexion, mais en même temps, c'est une femme, tout simplement, qui se tient à sa fenêtre et qui a un immense amour pour les enfants de son pays, bien sûr, la Syrie, mais aussi pour tous les enfants du monde. Et cette femme-là, elle observe dehors, elle pense en regardant les enfants dehors, aux enfants de son pays, mais à la fois elle nous montre comment, oui, c'est trop injuste, c'est trop douloureux la guerre, mais où en même temps, elle a envie qu'on n'oublie pas ces enfants-là et que l'espoir se lève. Voilà. Avec ces mots, elle va faire surgir des grands sourires sur les visages et à son tour, elle va faire briller la joie. Tu nous offres Et alors, un poème de Maram Al-Masri. Les enfants de la liberté ne s'habillent pas en petits bateaux. À une étoffe rêche. Les enfants de la liberté ont des vêtements usés et des chaussures trop grandes pour leurs pieds. Souvent, ils enfilent l'air nu ou la terre. Les enfants de la liberté ne connaissent pas le goût de la banane ni de la fraise. Ils mangent du pain sec trempé dans l'eau de la patience. Le soir, les enfants de la liberté ne prennent pas de bain. Ils ne soufflent pas dans des bulles de savon. Ils jouent avec des pneus, des cailloux et des débris de bombes. Avant de dormir, les enfants de la liberté ne se brossent pas les dents. Ils n'attendent pas les histoires magiques de princes et de princesses. Ils écoutent le bruit de la peur et du froid sur les trottoirs de la rue, devant les portes de leurs maisons détruites, dans les camps des pays voisins ou dans les tombes. Les enfants de la liberté attendent, comme tous les enfants du monde, le retour de leur mère. Maram Al-Masri, poétesse syrienne. Alors Muriel, tous ces titres sont parus en 2019 et en 2020, année quand même particulière en raison des confinements successifs, nous avons réussi à faire paraître le 5e livre dans cette collection, un petit bijou que tu vas maintenant nous présenter. Alors, Tsaïa Stoïka, que vous voyez en haut sur cette photo, est née en Autriche, elle est rome. À 10 ans, elle s'est retrouvée à Auschwitz et quand elle est sortie de camp, elle s'est mise à apprendre à écrire
à peindre aussi d'ailleurs, et des années plus tard, elle s'est mise à témoigner de ce qui était arrivé à son peuple et à elle-même, témoigner par des tableaux et par ses poèmes. Nous avons publié pour les adultes, hein, dans notre collection pour adultes, Auschwitz et mon manteau, qui sont des poèmes traduits pour la première fois en français de cette grande artiste, Chaya Stoïka. Et Le Tournesol et la fleur du Rhum est un livre à destination des enfants qui, lui, va chercher à la fois bien la vitalité de la vie des Roms, leur rire, leur chant, leur joie, le soleil, le rapport à la nature, cette farandole, en fait, joyeuse, mais qui nous emmène aussi au cœur d'Auschwitz pour mieux pouvoir en ressortir et ne jamais oublier. Et il se trouve que Olivia Paroldi, qui est la jeune artiste que vous voyez juste sur la photo en dessous, c'est son premier livre. C'est une jeune femme qui, au moment où nous sommes allés la voir, nous connaissions, peut-être vous avez déjà croisé ces silhouettes d'enfants sur les murs des villes, sur les murs de Paris, mais plein d'endroits ailleurs. Elle habite du côté de Toulon. Et elle faisait notamment des ateliers de gravure, puisqu'elle est graveuse, avec des enfants des camps roms. Et les deux univers se sont complètement rencontrés. Voilà, je vous laisse découvrir ces images qui sont vous voyez, sans tristesse, avec un ardent désir de se souvenir et de continuer à chanter ensemble la beauté du monde. Et pendant que vous regardez ces images, un poème que j'ai découvert dans les cahiers de cuisine, je dirais, de Chaya Stoïchka quelques années auparavant, un poème écrit en langue allemande, cette femme rome qui parlait le romani et qui, à un moment donné, a voulu s'exprimer en langue allemande et qui apprenait cette langue. Et voici une liste de mots qu'elle avait traduits du romani en allemand. Et cette liste, écoutez-la, je me demande si ce n'est pas déjà un poème. Le bois, le trèfle, la chaussure, le tablier, le pain, la tempête, les pleurs, le piétinement. La femme, l'homme, l'enfant, l'oiseau, le cheval, le cochon, la rivière noire, la résine, la croix. La chambre, la poupée, le berceau, il court, il coule, il brûle, et tout passe. Chaya Stoïchka, Le tournesol et la fleur du Rhum. Alors, nous en arrivons maintenant au 6e livre de cette collection. Un livre qui, par son histoire, aura marqué cette collection d'une empreinte extraordinaire. Un livre qui est sorti l'an dernier pour le salon du livre jeunesse de Montreuil 2021. Un livre qui a été couronné par le Bologna Ragazzi Award 2022 à la Foire internationale du livre de Bologne. Un livre de Muriel Zac et de Nathalie Novy qui s'intitule « Immenses sont leurs ailes » et un livre pour lequel nous avons un peu changé de format. Nous sommes passés à un format supérieur avec une pagination plus importante. Un livre tout à fait étonnant qui est d'abord né en images. Pourquoi? Parce que depuis des années, Nathalie Novy, vous le savez peut-être si vous fréquentez son travail, si vous connaissez son travail, parce que Nathalie Novy peint le visage des enfants de Syrie ou du Kurdistan, réalisant des portraits sur lesquels elle ajoute « Enfant de nos guerres, je te peindrai chaque matin », reliant ces portraits par un fil rouge qui donne une continuité à son travail. Mais des portraits qui sont réalisés sur des supports très différents les uns des autres et qui n'avaient au départ aucune vocation à se constituer en série pour devenir un livre. Nous avons proposé à Nathalie de les rassembler, ces portraits. Nous en avons rassemblé une quarantaine et Muriel a écrit une histoire tout à fait bouleversante, un long poème narratif qui prend pour le coup véritablement les enfants au sérieux. Qui sont les personnages de ces poèmes? Eh bien, ils se nomment Allah et Aïssam, ces enfants que Muriel met en scène dans le poème. Que font-ils? Eh bien, ils jouent, ils chantent, ils dansent, ils vivent comme tous les enfants vivent, même pendant la guerre. Ils s'inventent des histoires, ferment les yeux pour rêver lorsque le monde devient trop dur autour d'eux. Muriel raconte la vie de leur quartier,
ce quartier aux mille saveurs qu'ils ont connu avant les bombardements. Puis vient le temps de la guerre et le chemin de l'exil, mais l'enfance reste là et elle ne vend jamais ses ailes au chagrin ou au désespoir. Ces enfants, ils nous regardent intensément, venus de ces lointains, qui mettent souvent le cœur en peine. Ce sont ces enfants de Syrie auxquels Muriel et Nathalie ont donné une seconde vie. C'est un livre complètement bouleversant qui sait véritablement faire chanter la vie. Et c'est formidable de voir deux artistes, l'une avec les mots, l'autre avec les images, associer leur talent, leur notoriété aussi, hein, pour se mettre au service des enfants du monde. Muriel, est-ce que tu nous ferais entendre un ou deux de tes poèmes? Alors, je vais vous en faire entendre quelques-uns. Je mets une image de Nathalie, un des portraits. Mais juste pour vous dire qu'avec Nathalie, nous avions l'ardent désir qu'on n'oublie pas les enfants de Syrie. Et puis aujourd'hui, quand nous allons présenter et lire ce livre dans les écoles, eh bien évidemment, les enfants pensent aussi aux enfants de la guerre en Ukraine. Et la Alors, raison peut-être, Muriel, je t'interromps, pardon, mais pour laquelle ce livre est aussi en lice pour le prix Janus Korczak. Mm. Oui. Je ne vais pas en prendre donc toute la première partie du livre, effectivement, c'est la vie heureuse des enfants avant que n'arrive la première bombe et avant qu'ils soient obligés de partir. Je vous lis le moment où tout bascule. La première fois, la première bombe, la première explosion, je ne m'en souviens même plus. Il y en a eu tellement depuis. Mais ce que je n'ai pas oublié, ce que je n'oublierai jamais, c'est le regard de Hala, noir du puits, noir de la nuit, noir cri. Alors, les étoiles, c'est fini? Alors, nous aussi, on peut mourir? Alors, nous, peut-être qu'on ne va pas vieillir? J'ai posé mes mains coquillages sur les boutons d'oreilles de ma sœur, trop petite pour entendre l'amer fracas qui déborde et dévaste nos deux mains. Alors, un petit peu plus loin. Il faut partir. C'était une nuit d'encre. La mer ne nous... Je regarde juste si j'ai l'image. Non, c'est un autre. C'était une nuit d'encre. La mer ne nous a pas reconnus, ou alors elle nous avait oubliés. Le bateau cachalot mugissait dans les vagues, sautait, se cabrait, retombait, des creux, des bosses, des creux. Plus un mot, plus un geste. On osait à peine respirer. Ne pas aggraver la colère de la mer. Dompter la peur. Compter les galets cueillis sur le rivage. Longue fut la nuit. À l'aube, un jour sale s'est levé. C'est sûr, la mer ne s'est pas souvenue, mais au moins on a été sauvés. Un jour tu es chassé de chez toi, un jour tu dois partir, tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas par qui, tu n'as pas compris. Maintenant, tu dois vivre à voix basse, sur la pointe des pieds, pour ne pas déranger. Parce qu'un enfant, ça doit jouer, parce qu'un enfant, ça doit rêver, parce qu'un enfant peut s'envoler, parce qu'un enfant doit être aimé, c'est sourire, c'est respirer, c'est fleurir, c'est liberté. Merci Muriel. On peut véritablement dire que dans ce livre, Nathalie et toi, vous avez fabriqué un nid, vous avez tressé, tissé un nid pour l'oiseau de la vie de ces enfants. D'ailleurs, ce thème de l'oiseau, il est prépondérant dans tes poèmes et il est aussi présent quasiment dans toutes les images de Nathalie. Alors, nous avons gardé suffisamment de temps pour vous parler en avant-première du livre qui ne sortira en librairie qu'au tout début du mois de janvier, mais qui sera présent au Salon du livre Jeunesse de Montreuil dans quelques jours, livre qui va nous parvenir dans quelques jours de chez l'imprimeur où il se trouve encore actuellement. Un livre intitulé Le voyageur sans voyage de Pierre Sandor et Sophie Lécuyer. Alors Pierre Sandor, peut-être le connaissez-vous, c'est un poète, c'est un romancier franco-irlandais. Il est auteur d'une vingtaine de livres. Je pense que c'est son premier recueil pour la jeunesse. Et ce texte est un texte tout à fait qui lui tient vraiment à cœur, qui est un long voyage. Justement, il y a un train bleu mystérieux, vous allez l'entendre, hein, on va vous faire la lecture intégrale. Ce train est recouvert de givre.
C'est un train glacé qui traverse la gare sans jamais s'arrêter. On dirait un fantôme de train. Est-ce qu'il est vide? Est-ce qu'il est plein? Il y a un enfant, et l'enfant est le seul à voir les passagers que personne ne voit et que l'homme, lui, cherche à voir aussi. C'est un rêve, plus qu'un cauchemar, hein, c'est un rêve. Il y a une puissance d'évocation incroyable et nous avons mêlé à ce poème, à ce long poème, des illustrations absolument remarquables d'une jeune artiste, Sophie Lécuyer, dont c'est aussi le premier ouvrage. Alors, elle vient de moins loin, puisqu'elle habite à Nancy. Ce qu'elle nous a proposé, ce sont des cyanotypes. Sophie, elle se définit comme fabricante d'images. Et fabricante d'images, c'est-à-dire qu'elle n'est pas illustratrice. Je vais juste vous en montrer une. Voilà, elle nous a fabriqué à travers. Vous savez, le cyanotype, c'est quelque chose, c'est une technique artisanale à partir comme des films photographiques qui vont se superposer les uns les autres et qui vont être solarisés, mais pour arriver à une puissance d'évocation poétique absolument stupéfiante. Avant d'aller plus loin, la rencontre de cet homme et de cet enfant sur les traces de ce train peuplé de fantômes, on va vous le faire entendre et je vais essayer de vous montrer les images en même temps. Le voyageur sans voyage. Tous se souviennent. Moi, je ne me rappelle que de la seconde fois, pas de la première fois. La seconde fois, l'enfant était là. C'était un jour comme aujourd'hui, un bout échoué de semaine, un jour à marée basse. Je n'attendais rien, aucune espérance ne me désespérait. Des gens loin de moi discutaient à voix haute. Il ne reviendra pas, ce devait être un mirage. Ce ne serait pas la première ni la dernière fois. La voix de l'enfant s'est soudain élevée. Le voilà, avec ses wagons recouverts de glace. Il semblait de verre, un verre sillonné de bleuissements, griffé de brume sèche, brûlé de la poussière des champs, des orages d'une terre sans chemin. Et parce que nulle inscription, aucun nom, aucun numéro n'était visible sur les wagons, on l'avait simplement appelé le train bleu. Chaque soir, le train bleu apparaissait quelques minutes avant la tombée de la nuit, ralentissait son allure à l'approche de la gare, défilait sans bruit entre les quais jusqu'à ce qu'il soit hors de vue. Alors imaginait-on, il reprenait de la vitesse et s'élançait vers la prochaine gare où nul voyageur ne l'attendait. Aucun visage ne paraissait jamais au wagon. Le train bleu n'avait pas de fenêtre, la glace voilait tout. Beaucoup s'en étaient étonnés. D'où pouvait-il provenir pour être ainsi recouvert de glace? Seuls les trains de grande ligne ou de marchandises évitaient de faire halte aux petites gares, et les pays froids se trouvaient là, à plusieurs milles de là. La Russie, la Chine, la Mongolie ou un autre pays. Personne n'avait entendu parler d'un autre pays. Il existe, dit l'enfant. Quelque part, près d'ici, le train bleu se détournait de sa destination, roulait sans s'arrêter, de nuit comme de jour, traversait des montagnes, surplombait des lacs aux lents remous d'orage, roulait au milieu des champs, des terres au milieu des vols de corbeaux, roulait dans les forêts de sapins, dans le regard des animaux. Et le jour se levait, et la nuit revenait. Le train bleu roulait pour ne plus s'arrêter. Je me demandais qui conduisait le train bleu. Pourquoi aucun voyageur ne descendait, aucun ne montait? Peut-être étaient-ils pris sous la glace? Peut-être que leur regard de statue attendait, tourné vers la porte, avec déjà cette fine anxiété, main serrant la poignée d'une valise, le terminus où personne ne descendrait. Peut-être étaient-ils déjà arrivés. Les wagons étaient vides, les passagers avaient laissé la gare derrière eux et le train était reparti un soir, quelques minutes avant la tombée de la nuit, vide. Il n'est pas vide, dit l'enfant. L'enfant disait vrai.
Parfois, un convoi de marchandises lancé à toute vitesse, le vent arrachait une poussière blanche des wagons, croisait le train bleu. Dans les compartiments, les corps vacillaient, une valise se renversait, le bruit interrompait un rêve, des yeux s'ouvraient puis se refermaient. Mais les gens ne prêtaient plus attention. On avait renoncé à prévenir les passagers de son entrée en gare. Le jour, le jour, on avait renoncé à prévenir les passagers de son entrée en gare. Le jour où on s'était aperçu qu'il ne s'arrêterait à aucune, qu'il roulait à destination de nulle part. Le train bleu n'en continuait pas moins d'apparaître chaque soir, quelques minutes avant la tombée de la nuit. L'enfant veillait à côté de moi. Nous étions seuls maintenant à l'attendre du regard. Ainsi, personne ne l'a vu apparaître pour la dernière fois, sauf moi et l'enfant. Un soir, quelques minutes avant la tombée de la nuit, un souffle de machine, un roulement doux, tellurique a traversé la gare, avec un crissement si faible que dans le brouhaha de la salle, une lenteur a tourné les regards. Alors tout s'est ralenti, presque arrêté, le train bleu a passé, nous avons levé les yeux, il neigeait. Des gens loin de moi discutaient à voix haute. Il ne reviendra pas, ce devait être un mirage. Ce ne serait ni la première ni la dernière fois. Quelque chose m'a effleuré la main. C'était l'enfant. Viens avec moi, m'a-t-il dit, et je l'ai suivi. L'enfant veillait à côté de moi. Nous étions seuls, maintenant, à l'attendre du regard. Ainsi, personne ne l'a vu apparaître pour la dernière fois, sauf moi et l'enfant. Je m'interromps une seconde, je vous laisse devant l'image. Nous avons marché longtemps en silence, puis il m'a parlé, il m'a dit « Je prends le même train tous les soirs pour rentrer chez moi. Je monte dans le wagon de queue, m'installer au bout du couloir, dans le dernier compartiment, là tout au fond, où personne ne vient jamais. Quand le train démarre, j'appuie ma tête contre la vitre, puis je me mets à très fort, à pleine voix, aussi fort que le train, le bruit du train, je me mets à appeler. Pluie, mer, rivière, père, feuille, visage, sœur, frère. Il appelle ces choses 1000 fois entendues, ces mots devenus trop nus ou trop absolus pour aboutir dans le livre d'une parole, l'encre lourde d'un regard. Il m'a dit, c'est comme les rêves que l'on fait, ces rêveries de passants, dans le métro tôt le matin, dans le train, dans l'auto, ces rêveries sur un banc du jardin, au milieu du vent, arrêté sur un pont. Puis il s'est tu. C'est ici. L'enfant pointait du doigt en direction d'un bois. Une forme immobile se devinait entre les arbres. C'était le train bleu. Tous les rêves des gens se trouvent à bord. Tous, me dit l'enfant. Les tiens aussi. On dit que les histoires d'autrefois commençaient toutes dans les bois. La mienne s'y terminait. Je redoutais d'y suivre l'enfant, plus que tout, je redoutais de me retrouver face à mes rêves, les rêves que j'avais oubliés, les rêves que je n'avais pas attendus, ceux que j'avais négligés, délaissés sur une terre sans chemin, repoussés de gare en gare, seul dans un train à destination de nulle part. L'enfant m'attendait sur le marchepied, il tremblait. Il tremblait, l'enfant, comme l'animal dans le froid, comme l'étranger sans logis, frappant à une maison et nul ne répond. D'étonnement, je l'observai longuement, puis je compris. Il tremblait pour moi, pas pour lui. Je suis entré dans le train bleu, j'ai traversé les wagons, les uns après les autres, j'ai fouillé les compartiments, fouillé les couloirs, le train était vide, je suis redescendu, j'ai appelé, attendu, appelé encore. L'enfant avait disparu. Dans la neige, il n'y avait que mes empreintes. Un soir, je lui ai demandé « Mais qui es-tu » Au même moment,
Le train bleu était apparu à l'autre bout du quai, lent comme une bête sous sa charge. Dans la gare, tout s'était tu. Sur les quais, les écrans s'étaient allumés, les voyageurs étaient remontés. Une voix de gare avait annoncé la prochaine arrivée, le prochain départ. L'enfant m'avait quitté à cet instant, taisant ma question d'un regard. En pleine nuit, tiré du sommeil, j'avais écrit dans le noir, sur un coin de table, « Je suis un voyageur sans voyage ». À l'aube, j'avais encore ajouté, « Je suis un voyageur, je suis un voyage sans voyageur ». Texte de Pierre Sandor, image extraordinaire de Sophie Lécuyer. Dont vous n'avez vu que quelques images, parce que j'ai eu un petit problème technique. Je vous prie de m'excuser, évidemment. Il y a Merci Bruno et Muriel. On va bientôt conclure. On a une question de Frédéric qui vous demande si vous pouvez nous dire à combien d'exemplaires sont tirés vos livres. Oui, très bien. Alors, les 4 premiers ont été tirés chacun à 2000 exemplaires, ce qui en poésie est assez considérable. 2 d'entre eux, L'une n'est l'une que pour le chat et La vie est belle, ont d'ores et déjà été réimprimés. Celui de Muriel a été tiré à 2000 et est déjà réédité 2 fois. Je veux dire immense sans leurs ailes. Voilà. Et est-ce qu'on peut juste dire un mot, juste pour finir, d'une part que Nathalie Novi et Olivia Paroldi seront au Salon du Livre sur notre stand en B12B pour dédicacer le vendredi et le samedi. Donc, regardez les horaires, je crois que c'est autour de 16h et 15h. Et peut-être, Bruno, tu voulais quand même signaler, remercier à la fois le Salon du Livre pour son soutien pour cette collection, et puis peut-être signaler juste encore d'un mot, je te laisse faire. Oui, bah, écoutez, moi j'aime bien cette question qui vient d'être posée sur le tirage du livre, parce que nous sommes aussi éditeurs et nous savons que le livre a une économie qui est fragile, surtout lorsqu'il s'agit de création artistique, lorsqu'il s'agit de produire des images et de les imprimer sur un beau papier. Donc voilà, je voulais en profiter pour remercier la région Île-de-France du soutien qu'elle nous a apporté pour le lancement de cette collection. Et puis le Centre national du livre qui nous a aidés à 2 reprises pour le livre de Muriel, mais aussi pour le livre Apparaître, le voyageur sans voyage. Voilà. C'est pas simplement une aide économique, c'est aussi une valeur symbolique forte pour nous, se sentir soutenu par les pouvoirs publics, par voilà, les gens qui contribuent à faire en sorte que notre pays est un pays de grande culture, et c'est une chance. Voilà, je tenais à le dire. Et moi, je voudrais juste aussi vous remercier d'avoir participé, parce que quand je dis qu'il s'agit de révolutionner notre regard sur ce qu'est la poésie pour la jeunesse, on a besoin de toutes les bonnes volontés justement pour que ce par quoi j'ai commencé, c'est-à-dire les clichés concernant la poésie jeunesse, n'aient plus de raison d'être. Et moi, je peux vous dire que depuis que ces livres sont sortis, pour avoir été beaucoup dans les bibliothèques et dans les écoles pour faire lire ces textes, pour les faire entendre et pour montrer ces images, on voit à quel point les enfants, même les plus jeunes, ont besoin de poésie. Parce que j'ai évidemment oublié de dire peut-être quelque chose qui peut vous surprendre. Je ne sais pas à quel endroit vous vous situez comme passeur de livres, mais évidemment, cette collection s'adresse dès ce qu'on appelle le cycle 3, c'est-à-dire dès l'école primaire. Ce ne sont Et pas ce sera le mot de la fin. Merci. Désolée Muriel de vous couper. Oui, mais bien pour sûr. votre élan. Je vous remercie beaucoup Bruno pour cette magnifique lecture. Je vous rappelle qu'on vous retrouvera au stand B12 du salon la semaine prochaine du 30 novembre jusqu'au 5 décembre. Je vous souhaite à tous une merveilleuse journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.